Bonsoir, merci beaucoup d'avoir bravé, j'allais dire le beau temps, ça ne veut rien dire, mais d'avoir tourné le dos au soleil, d'avoir fermé les yeux sur ce beau temps pour venir écouter Elgas. Bienvenue en tout cas pour cette nouvelle rencontre. Table ronde, ce serait un peu excessif, mais rencontre, on appelle ça les dialogues du Quai Branly. Le musée du Quai Branly a relancé un cycle de conférences et de rencontres pour ce printemps entièrement consacré au continent africain, que ce soit l'Afrique ancienne, ce sont les tables rondes dont se charge mon collègue à France Culture Xavier Mauduit, qui présente sur la chaîne le cours de l'histoire et qui ici anime des rencontres sur le thème de l'Afrique ancienne. Et pour ma part, je présente l'émission Culture Monde et je suis chargée des discussions sur l'Afrique plus contemporaine. Et par ailleurs, je viens au titre, et je tiens à le préciser, de présidente d'une association qui s'appelle l'Onde Porteuse et qui fait de la réinsertion professionnelle par la radio et qui s'inscrit souvent dans ce genre de rencontres et qui aime à le faire. Voilà, pour les petits mots introductifs. Bonjour Elgas, et bonsoir plutôt. Bonsoir Julie. Comment vous présentez? Vous êtes à la fois journaliste, vous êtes très jeune, mais vous êtes déjà journaliste, essayiste, écrivain, sociologue. Vous avez consacré une thèse à la question du don au Sénégal, dont vous êtes originaire, la question du don et des transferts d'argent aussi depuis la diaspora. Et si nous vous recevons ce soir, c'est pour l'ouvrage que vous avez fait paraître en 2023, déjà chez Rive-Neuve, mais dont il faut continuer à parler. Cet ouvrage, ça s'appelle « Les bons ressentiments, essai sur le malaise postcolonial ». Et c'est un ouvrage où à la fois vous saluez les pensées fondatrices des indépendances et en même temps vous regrettez que tout ce que ces pensées ont produit comme acquis génère aussi, continue aujourd'hui à alimenter une certaine colère, frustration, un ressentiment et ne se soit pas affranchi de ce conflit permanent. La pensée décoloniale, comme on l'appelle aujourd'hui, serait, d'après vous, une force de plainte et de réaction, alors que vous rêvez d'une Afrique unie dans la proposition et dans la création. Je vous cite, de dynamique enthousiaste, cette idée est devenue un poids bilieux. Des racines, elle a fait des fossiles. Alors je précise tout de suite que vous n'avez aucune complaisance à l'égard de la France, de son arrogance, de son impunité. Ce sont vos mots, de l'asymétrie des échanges qui détruit encore aujourd'hui toute possibilité d'égalité. Vous pensez en revanche qu'il faut se débarrasser du ressentiment qui pèse encore aujourd'hui de son poids mort. Alors vous allez avoir le temps pendant 1 heure de développer cette pensée-là et nous prendrons également les questions et je trouve ça vraiment très important et intéressant dans le cadre de cette discussion, d'avoir le temps de vous entendre aussi. Une bonne demi-heure, je pense, à partir de un peu avant 20h. Un peu avant 20h30. Pardon, non, il est quelle heure? 19h30, un peu avant 20h30. Racontez-nous déjà, quand vous avez grandi au Sénégal, c'était en Casamance, à Ziguinchor. Vous avez aussi pas mal traîné vos guêtres à Dakar. Est-ce que le fait colonial, à cette époque-là, donc il y a 35, 36 ans, était encore palpable et visible? Quelles traces est-ce qu'il avait laissé dans l'écoulement de vos jours? Merci beaucoup Julie, bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous pour parler de ce livre qui a 2 ans et qui continue à susciter des discussions dont je suis très, très, très heureux. Alors merci pour la générosité sur l'âge. Je pense avoir basculé du côté obscur de la jeunesse depuis très très longtemps, mais enfin, je pense avoir des complices dans la salle et plus généralement partout. Le fait colonial à Ziguinchor, si je m'en souviens, il imprimait l'architecture. Il était dans ces quartiers finalement typiques du legs colonial. Ces quartiers qui sont les centres-villes, finalement, de beaucoup de pays africains. La colonisation a été géographique aussi, c'est-à-dire il y a des lieux de relégation. Pour un pays comme le Sénégal, ça atteint des degrés de sophistication tels qu'on a émietté le territoire. Il y avait 4 communes au Sénégal qui étaient des communes françaises. Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis. Il se trouve que moi je suis né à Saint-Louis. Et Saint-Louis, c'est l'ancienne capitale de l'AOF. C'est là où il y a le pont Faidherbe, construit par Eiffel. Et jusqu'à peu, il y avait la statue aussi de Faidherbe, qui a été récemment déboulonnée.
Et donc l'architecture typique de ces villes coloniales, c'est la relégation de la langue de barbarie, de la plèbe, des indigènes, et puis la construction d'un îlot à la fois de prospérité, dit aussi de civilisation, pour reprendre les terminologies de Jules Ferry, dans lesquels on reproduisait tout le schéma de domination avec cette centralité coloniale française. On le retrouve naturellement à Saint-Louis, mais on le retrouve aussi à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, qui ont été des laboratoires justement de cette énergie coloniale qui commence par segmenter justement le paysage et la géographie. Et d'ailleurs, il y a cet intérêt particulier pour l'eau, pour les presqu'îles, et à partir de là, on peut regarder de l'autre côté de la ville et prévenir potentiellement les assauts et les révoltes justement de ceux qui sont très arbitrairement gouvernés. Il y a de ça dans Ziguinchor fondamentalement. Il y a le quartier qu'on appelle le quartier Escale. Ziguinchor, pour une géographie rapide, c'est le chef-lieu d'une région au sud du Sénégal qui s'appelle la Casamance. Et Ziguinchor est une ville avec ce centre colonial très petit qui embrasse la mer avec des façades colorées, défraîchies, avec tout un tas d'infrastructures justement qui servaient aussi tout l'écosystème colonial, des hôtels, des restaurants, le centre des impôts, les PTT, ainsi de suite. Donc on était finalement dans la reproduction de quelque chose de l'ordre d'une matrice coloniale qui va de façon diffuse être l'identité de la colonisation française à travers à la fois l'architecture et la géographie. Moi, je grandis dans un univers comme ça, et donc je le vois sans en saisir la colonialité. Il y a ce qu'on appelle la colonisation, et ce qui survit à la colonisation, c'est un ensemble d'habitus, c'est un ensemble de réflexes, de pensées, qui constitue la chaîne de la colonialité. C'est-à-dire, même quand on désinstalle officiellement la colonisation, ce qui reste, ce qui imprègne les mémoires, ce qui continue aussi d'une certaine manière à colorer les représentations, c'est cette colonialité. Et cet exemple-là est un exemple fascinant au Sénégal parce que la question de l'état civil, par exemple, si dans un pays, vous cassez toute la continuité communautaire pour créer des citoyens éligibles pour la France et d'autres relégués, forcément, 50 ans après, un siècle après ou 2 siècles après, vous ressentez encore les effets de cette colonialité. Et juste je pense que c'est un point important parce que moi, je grandis là-bas. Pour moi, la colonisation, ce sont des quartiers, ce sont le nom de certaines rues. C'est aussi l'école dite française sur place que je vais fréquenter, mais sans que ça ne soit ni d'un aspect conflictuel. Elle était là comme le fruit d'une histoire, un héritage douloureux, mais avec lequel on composait, parce qu'à cette époque-là, la question de la colonisation, elle nous était assez finalement étrangère quand on est enfant ou adolescent. C'est bien plus tard, quand j'arrive en France, que cela prend une ampleur beaucoup plus manifeste. Quand est-ce que vous arrivez en France ? Alors, j'arrive en France quand j'étais vraiment jeune du coup, quand j'avais 17 ans. J'ai mon bac, j'arrive en France. Pour avoir un sas de décompression météorologique qui ne soit pas très violent, donc j'arrive à Nice. Nice. Après, vous filez à Caen, alors j'ai mis du temps avant de filer à Caen pour faire ce grand écart climatique. J'arrive à Nice, et j'arrive à Nice dans une période très intéressante. J'arrive à Nice en octobre 2005. Si vous vous souvenez bien, un mois après, il y a 2 jeunes de banlieue qui se réfugient dans un transformateur EDF, Ziad et Bouna, et qui meurent électrocutés. La France entre dans ce qu'on a appelé, les terminologies diffèrent, les émeutes ou les révoltes de quartier. Je dirais plutôt pour ma part des révoltes de quartier. Et pour la première fois, je vois à Nice un couvre-feu avec un hélicoptère qui survole les quartiers de l'Ariane et du Moulin, qui sont des quartiers difficiles à Nice. Et je me dis, cette France que j'ai pu parfois, moi, idéaliser, dont je n'avais d'attache ou de représentation que les exploits de mon idole de jeunesse, Zinedine Zidane, et des intérêts pour la comédie humaine balsacienne, ainsi de suite,
je rentre dans les fractures postcoloniales et ce malaise postcolonial de plein fouet parce que je vois que inconsciemment, d'une certaine manière, cette géographie coloniale, elle est reproduite d'une certaine manière avec des centres et des périphéries. L'idée de centralité et de relégation finalement des enfants de l'immigration, ça a de terribles échos dans l'histoire. Et quand je perçois cela, je rentre dans une forme de boulimie de lecture absolument impressionnante. Et je rencontre naturellement le premier sanctuaire. Le premier sanctuaire, c'est Présence africaine. Et Présence africaine est une revue fondée par Alioune Diop en 1947 avec des parrains prestigieux, André Gide, pour ne citer que cela, qui comprenaient l'importance d'avoir un fief pour narrer les contre-récits, pour que, d'une certaine manière, les sujets de l'Empire contre-attaquent. Et Alioune Diop, qui crée Présence africaine, le crée à ce moment-là avec d'ailleurs un texte manifeste qui s'appelle Nyamgoura, que je conseille à tout le monde, qui est accessible assez gratuitement, je crois, sur le net, où il ouvre finalement Présence africaine à tous les vents. Et là, il y avait une énergie véritablement panafricaine, avant que le panafricanisme ne soit segmenté entre panégrisme et panarabisme, mais peut-être qu'on aura le temps d'en discuter plus tard. Et je vois des penseurs absolument formidables. Et je lis Aimé Césaire. Et qui peut rester insensible au discours sur le colonialisme ? À la négritude. À la négritude. Et il se trouve qu'en France, on avait la bonne idée de mettre le discours sur le colonialisme au programme du bac. Mais un actuel Premier ministre, qu'on ne va pas citer, a décidé de l'enlever du programme. Et ce texte est d'une incandescence, d'une beauté linguistique et puis d'une radicalité et d'une justesse absolument formidable. Et je trouve une forme de boussole intellectuelle absolument indépassable à ce moment-là, parce que c'est une critique radicale de la colonisation. Et là, je comprends finalement tous les enjeux de la colonialité, parce que je trouve ici... Moi, je n'ai jamais été vraiment de la minorité quand j'étais au Sénégal. J'étais dans la majorité. C'est-à-dire, j'étais un élément finalement banal du décor. Pour les gens qui sont là, qui sont nés ici, c'est un autre problème. Ils sont une minorité. Et donc, tous ces stigmates peuvent, d'une certaine manière, s'abattre sur eux à travers des phénomènes comme le racisme, comme la discrimination, et ainsi de suite. Quand on prend de plein fouet à 17 ans, quand on a de rêves que d'insouciance et de candeur, on sort d'une certaine forme de tranquillité pour embrasser à la fois la douleur et la violence du monde. Quel refuge plus formidable que de s'en nourrir intellectuellement. Et j'ai été un rat de bibliothèque et j'ai lu Présence africaine, j'ai lu les philosophes, j'ai lu justement aussi des penseurs occidentaux qui sont dans la déconstruction, parce que l'une des grandes forces et l'un des grands mérites de la pensée occidentale, c'est qu'elle n'est pas dogmatique, unique et homogène. Elle a admis en son sein sa propre critique pour la faire grandir. Et donc, c'est cet ensemble-là, d'une certaine manière, que j'ai eu comme matériau de base, que j'ai laissé maturer pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années en France. Et après, je me suis dit qu'il était peut-être temps, arrivé à maturité, de regarder les cadavres que la France avait dans le placard, mais aussi de regarder ce que les pays africains avaient de responsabilité. Et donc, sans aucune forme de tabou, avec la volonté justement de tendre un miroir historique à ces deux pays. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours très facile, parce qu'on peut être parfois récupéré. Et je termine par cette anecdote qui est assez parlante. Quand je vais au Sénégal pour faire des conférences, je suis traité d'agent de la néocolonisation. Et quand je reviens en France, je suis un agent du grand remplacement. Je trouve que c'est un équilibre finalement qui jette plus de fleurs et d'honneur qu'autre chose. C'est beaucoup plus complexe que ça, et on l'a bien entendu avec cette longue introduction sur les séquelles de la colonisation, y compris dans votre paysage proche, même si, enfant, vous ne vous en rendiez pas compte et ce n'était pas votre sujet, mais vos lectures pendant 10 ans quand vous arrivez en France. Juste peut-être encore un tout petit peu, vous lisez qui ? Alors, vous Aimé Césaire, vous nous l'avez dit, Cheikh Anta Diop, tous ceux qui ont fait les premiers, le procès du colonialisme, ce sont vos lectures
de départ, Frantz Fanon? Ah oui, bien sûr. Alors moi, je suis plutôt d'extraction littéraire d'abord. J'ai commencé à lire énormément de romans. Et un des formidables auteurs africains que j'ai lu en premier, c'était Alexandre Biyidi, que l'on connaît sous le nom de Mongo Betty. Mongo Betty a écrit Ville cruelle sous le pseudonyme des Aboto à présence africaine dès 1954. Il était tout jeune, il a écrit Le pauvre Christ de Bomba. On ne fait pas meilleure satire de la colonisation et des missions civilisatrices dans les pays mal croyants, comme on disait à l'époque, que cela. J'ai lu Fanon, j'ai lu Cheikh Anta Diop, j'ai lu Albert Memmi. Je trouve qu'Albert Memmi, il faut le lire, Portrait du colonisé et Portrait du colonisateur. J'ai lu plus tardivement un livre que je trouve absolument fondamental de ma préfacière, Sophie Bessis, qui s'appelle L'Occident et les autres, qui est absolument un bijou. J'ai lu naturellement Césaire, mais j'ai lu aussi des philosophes sénégalais. Voilà, j'ai lu Souleymane Bachir Diagne. Mais mes lectures étaient guidées par la candeur, pas un but absolument précis de nourriture intellectuelle pour en faire quelque chose. C'est-à-dire, quand on lit, on cite d'autres auteurs qu'on essaie de découvrir. Puis il y a un proverbe sénégalais qui dit qu'à chaque fois qu'on cite, on se trompe. Donc ce n'est pas exhaustif. J'ai lu beaucoup d'auteurs d'Amérique du Sud à travers des romans, Garcia Marquez, Borges, Vargas Llosa, ainsi de suite. L'Amérique du Sud qui a aussi produit une grande pensée postcoloniale et décoloniale aujourd'hui. La pensée dite décoloniale, étiquetée comme telle, elle est née en Amérique du Sud. Il y avait une énergie décoloniale, il y avait des décolonisations, mais jamais Cheikh Anta Diop n'a utilisé le terme de pensée décoloniale, jamais Aimé Césaire n'a utilisé le terme de pensée décoloniale, jamais, au grand jamais, le souffre-douleur à l'époque que tout le monde prenait malin plaisir à tabasser Léopold Sédar Senghor et sa négritude, qui avait essuyé, par exemple, les attaques d'un auteur comme Stanislas Adotevi, qui a écrit un livre Négritude et négrologue, qui s'en prend sans ménagement à ce qu'il considère comme un gadget exotisant pour la négritude. Mais il y avait peut-être dans cette période quelque chose que l'on perd. C'est le désaccord sans l'hostilité, ou alors l'hostilité sans la disqualification. Le débat était possible. Dans ce pays enfiévré alors d'énergie intellectuelle qui était portée par les auteurs, par les jeunes étudiants de la FEANF, la Fédération des étudiants noirs africains en France, qui a été une pépinière absolument formidable pour des syndicalistes, pour des présidents, pour d'ailleurs des militants radicaux, aussi pour la guerre du Cameroun. Osende Afana a été de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui a mené une guerre de libération aussi contre la France. Donc toute cette période-là, toutes ces lectures qui permettent de décloisonner le regard. Je pense que s'enfermer dans la lecture uniquement d'essais, de pensées, avec leur robustesse et parfois leur caractère très intimidant, ça ne permet pas de saisir un souffle romanesque qui permet parfois à la colère, à la radicalité, d'avoir des théâtres nouveaux, des spectres nouveaux. Et toutes ces lectures-là, finalement, je pense que je n'ai fait dans ma vie que lire, parce que quand je fais une thèse plus tard, j'ai fait essentiellement que lire. Et on se rend compte que tout, finalement, communique. L'Afrique n'a aucune forme d'unicité irréductible dans le commun du monde. Et tous ces regards, finalement, sur le continent apitoyé, misérable, en essayant de dire qu'il n'a pas d'histoire, ainsi de suite, ne sont que des regards très, très mal renseignés, parce que l'Afrique est d'une banalité absolue et les Africains n'aspirent pas à plus de choses que d'autres. Et d'ailleurs, ça réhabilite l'universalité et l'universel, mais pas l'universalisme. Et peut-être qu'on y reviendra. Pour mettre quelques mots peut-être et se rappeler, se remettre en tête et dans le cœur les mots d'Aimé Césaire notamment que vous citez. Je voulais juste peut-être lire un tout petit extrait de son discours sur le colonialisme. L'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, de répondre clair à l'innocente question initiale. Qu'est-ce qu'en son principe que la colonisation ? De convenir de ce qu'elle n'est point, ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit, d'admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force,
avec derrière l'ombre portée maléfique d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée de façon interne d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ses économies antagonistes. Comment expliquer, Helgas, que Aimé Césaire, qui était un très proche de Léopold Sédar Senghor, soit aujourd'hui plutôt épargné par le procès en aliénation qui est fait à Léopold Sédar Senghor, ou plutôt comment expliquer que Senghor, à qui on peut reprocher des choses en tant qu'homme politique, il n'a pas été tendre, il a fait enfermer des opposants, mais qui en tant qu'homme, et qui a sans doute peut-être très aimé la France aussi, mais qui a dénoncé cette colonisation dans le concept de négritude, on le reproche à Senghor, mais pas à Césaire. Question à $1000. Cela fait une forme de loterie historique. Peut-être si on peut formuler une hypothèse, l'hypothèse que l'on peut formuler, c'est que ça tient peut-être du tempérament et de la nature des écrits des deux. Senghor était victime d'une forme de francophilie, Oui. Lapsus révélateur, parce qu'il est l'un des fondateurs de la francophonie, sans doute. Et francophilie, et c'est ce que Romain Gary appelait le gendarchisme, d'une certaine manière. Senghor a même théorisé une partie de la normandité. Il a reçu honneur, breloques, toges, tout ce qu'on peut imaginer d'honneur français, et puis il a été député, ensuite il a été membre de l'Académie française. Dans une carrière, cela compte. Et il a eu des phrases que les lectures rapides n'ont pas tout à fait bien comprises et qui ont été pour certains assez fortes pour instruire son procès. Mais il se trouve que les deux hommes se vouaient une amitié réelle. Ils se sont rencontrés en France et ils ont pensé à la négritude avec Léon Gontran Damas, le pauvre qu'on oublie très très souvent parce que c'était un trio absolument formidable. Et puis oublier finalement celles qui ont été spoliées dans l'affaire, les sœurs Nardal, qui ont pensé à la négritude, mais on ne garde finalement que cette énergie mâle de la fondation de ce courant. Et Césaire a écrit un essai avec un extrait absolument formidable. Et un peu plus loin, je ne résiste pas à l'envie d'ajouter, quand il dit que ce qu'on ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime contre l'homme, c'est le crime contre l'homme blanc. Et c'est récemment l'objet d'une polémique qui a agité la France avec le pauvre Jean-Michel Apathy, qui avait comparé les oradours sur glane que la France avait commises, ce qui était parfaitement documenté. Et je ne comprends pas en France comment des évidences et des banalités comme ça de justesse historique peuvent susciter des polémiques parfaitement irrationnelles. Et Césaire dit cela en s'inspirant de qui? De Hannah Arendt aussi. Hannah Arendt dit que, grosso modo, le laboratoire de la domination, l'esclavage, la colonisation, ainsi de suite, oui, c'était le véhicule pour aller droit au nazisme et qu'on appliquait d'une certaine manière aux populations qui n'étaient pas les populations européennes, ce qu'on a appliqué aux Malgaches, aux Algériens, aux Sénégalais, ainsi de suite. Donc, je pense que cela tient de ça, fondamentalement, la différence de température et la différence de la nature des écrits. Les essais de Senghor, tout le monde peut citer, tout écolier africain pourrait sans doute citer des vers de Senghor, Femme noire, Joal, ainsi de suite. Mais qui connaît finalement son œuvre d'essai? Il a écrit Liberté 1, Liberté 2, Liberté 3, Liberté 4, où il détaille un peu plus sa pensée. Et même dans sa poésie, il y a une énergie rebelle. Ah, je ne suis pas la France, je le sais, mais je sais qu'à chaque fois que ce peuple de feu a ouvert ses mains, il a accueilli le banquet fraternel. Et il déchirait sur tous les murs de France les affiches Banania, ainsi de suite. Il le dit dans énormément de ses poèmes. Dans son hommage à Abdoulaye Ly, il le dit. Mais c'est que ça passe, on jette le bébé avec l'eau du bain, parce que les procès doivent être faits très très rapidement. Et je pense qu'il y a de ça, on est injuste. J'emploierai une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. Je pense que Senghor s'est tiré une balle dans le pied et on l'a amputé. Je pense que c'est ça. Et sa vie politique, d'une certaine manière, n'a pas été aussi belle que sa poésie. Senghor a
eu un rapport à la démocratie qui était tout à fait contestable. Et sous son règne, il y a des crimes non élucidés, comme Omar Blondin Diop. Il y a le livre de Florian Bobin qui raconte très bien cette histoire. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas de saint. Et Senghor n'était pas un saint. On peut l'aimer sans qu'il soit un saint. Et moi, c'est le parti pris que j'ai. Et quand vous dites « on l'a amputé », il s'est tiré une balle dans le pied, et « on l'a amputé », de qui parlez-vous, Elgas? Parce que quand vous parlez de la pensée décoloniale aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas tout aussi réducteur que tous ceux qui, également sans nuance, aujourd'hui critiquent Senghor en faisant le procès de son aliénation, en disant que la négritude était l'incarnation même d'une forme d'aliénation? Qui est le « on » ? Oui. Le 11, ce sont les prophètes autoproclamés et dépositaires de l'identité africaine, qui seraient intangibles, uniques, et qui sont l'identité, et à partir de leur légitimité, vouent hégémonie beaucoup de gens. Et ça, essentiellement, c'est l'un des reproches que je peux adresser à Cheikh Anta Diop. Par ailleurs, moi je ne suis pas pour la disqualification de Cheikh Anta Diop, dont l'énergie et dont la réinstitution de l'Égypte, par exemple, en Afrique, ce qu'on avait tendance à oublier, est parfaitement magistrale. Celui qui disait que l'Égypte était une civilisation nègre, négro-africaine, oui. Et qui pour ça s'est battu pour avoir des financements pour sa thèse. Ce qui prête à débat, ce qui prête à énormément de choses. En tout cas, on peut dire qu'au moins, l'Égypte est africaine, en partie nègre, métissée, ainsi de suite. Et je laisserai ce débat aux spécialistes pour trancher. Mais qui a instruit en particulier le procès de Senghor? C'est Cheikh Anta Diop, justement, sur sa relation très proche à la France. Mais est-ce qu'on peut disqualifier tout un homme, toute sa pensée, toute sa complexité, au seul motif qu'il y a un amour un peu trop prononcé pour la France? Et quelle est la légitimité d'ailleurs de ceux qui portent l'accusation? C'est pourquoi tout le début de mon livre, je reviens sur les procès en aliénation. Parce qu'il faut en voir la perspective longue pour en voir à la fois les faiblesses. Senghor a été attaqué, je l'appelle très très souvent l'accusé primal. Mais dans la même mesure, Yambo Olguem a été accusé. Yambo Olguem, auteur malien qui fait paraître en 68 Le devoir de violence aux éditions du Seuil, livre couronné par le prix Renaudot. Yambo Olguem, à l'époque, il est tellement libre qu'il dérange toutes les chapelles. Tenez-vous bien, la négritude et les tenants de la négritude l'attaquent parce qu'il aurait trahi d'une certaine manière le serment de l'identité africaine, parce qu'il dit tout simplement que les seigneurs barbares africains ont existé dans l'histoire et que tout n'est pas de la faute de la colonisation et que à tout explorer, il faut aussi parler de la colonisation africaine et donc toute cette dynastie africaine des saïfs qu'il explore dit cela. Mais il épouvante aussi par sa liberté ceux qui l'ont sacré avec ce prix Renaudot jusqu'à cette accusation de plagiat finalement qui va conduire à sa retraite précoce à Sévaré, où il meurt en 2016. La liberté d'épouvanter tout le monde, de façon non négociable, de façon incessible. C'est la vérité, normalement, je pense, de tous les auteurs. Les auteurs ne produisent pas sous commande d'une communauté. Les auteurs doivent être capables de susciter le malaise chez leurs lecteurs, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, ainsi de suite, parce qu'on n'est pas les porte-étendards d'une communauté. On peut l'être par la réputation définitive une fois qu'on est mort et que notre héritage sert d'une certaine manière à des récits glorieux. Mais si on écrit sous la commande, sous la dictée, en appréhendant finalement la réaction du lectorat, on est dans une forme de co-construction complaisante de son œuvre. Et Yambo Olguem était parfaitement conscient de cela. Il ne voulait pas d'assignation. Et il y a une mécanique de double assignation. L'assignation des autres qui vous renvoie à vos origines et l'assignation aussi des propres enfants des immigrés qui revendiquent aussi leur origine. Et donc cette double assignation, il faut rentrer dans cette mécanique pour essayer de la comprendre. Et puis je prends un autre exemple plus récent parce que j'ai voulu peindre finalement 50, 60 ans de ces querelles qui ne quittent jamais l'agenda intellectuel franco-africain, si on l'appelle ainsi. Mon camarade Mohamed Mbougar Sarr, quand il a eu le prix Goncourt,
Alors qu'il était célébré au restaurant Drouin à Paris, et au Sénégal, il a été jeté par pertes et profits. Parce qu'on disait qu'il ne critiquait pas assez la France dans son roman. Exactement. C'est 2021, le 2021, on l'accusait d'être... de toute manière, quand vous êtes sacré par la France, vous éveillez toutes les suspicions. Si vous êtes sacré par la France, l'institution Goncourt, pour eux, c'est l'Élysée. C'est la même chose. Et donc, si la France vous sacre, vous êtes forcément... Et c'est ce qui est terrible, c'est-à-dire toute la force, tout le génie de ce garçon qui est accablé de prix, qui, pour chacun de ses livres, a été salué. On ne mesure pas le génie et l'exploit qu'il fait de remporter le Goncourt à 30 ans, avec un éloge unanime des critiques littéraires quasiment. On s'empêche de jouir de cet formidable exploit qu'on ne revisite qu'à travers la grille, justement, de ce procès colonial, sur est-ce qu'il a trahi les siens ou pas. C'est tout ce que je critique dans le début de mon livre, en faisant une communauté entre Senghor, Yambo Ouelguem et Mohamed Bougarsa, et beaucoup d'autres. Vous savez, moi, j'ai une tendresse pour une autrice qui a disparu. Je ne partageais pas toute son œuvre, mais elle a écrit en 1991 un livre qui me paraît très, très important. C'est Axel Kabou qui a écrit « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Quand elle écrit ce livre, volet de bois vert, tollé absolu, voilà, comment une Africaine ose dire que les Africains sont responsables en partie de leur destin. Elle a été, on aurait dit aujourd'hui, selon les terminologies consacrées, elle a été cancellée, quoi. Elle a été cancellée, elle n'a plus véritablement eu d'existence après, littéraire. Elle a écrit un deuxième livre qui a été parfaitement oublié. Quand on phagocyte les termes, justement, enfin, la possibilité d'un débat, on tue et on anesthésie les forces agissantes parce que la controverse est saine et qu'on ne peut pas avoir une pensée monolithique, justement, basée sur une identité africaine qui est fantasmée. Pas plus... Si je m'adressais à la salle et que je leur disais aujourd'hui, quelle est l'identité française? Est-ce qu'on peut me définir ce que c'est qu'être français? Ce serait très très compliqué, sauf à tomber dans des caricatures ultimes. Oui, il n'y a pas d'identité africaine figée, il y a des identités africaines. Et donc, il ne faut pas essentialiser les cultures africaines. Sans oublier que oui, il y a une condition de la domination qu'on a subie qui crée justement une certaine forme d'identité commune, et encore là au pluriel, mais commune à Haïti, à la Martinique, au Sénégal, au Bénin, et d'ailleurs pas uniquement dans les populations, parce que la ligne de la couleur, elle intervient sans doute dans l'esclavage et la condition noire, mais la ligne aussi de la colonialité, elle intervient dans les pays qui ont été colonisés dans le nord de l'Afrique, qui ne sont pas nécessairement noirs, si on prend la terminologie ethnique dont je parle. Donc je pense que c'est ce que j'ai voulu destituer en montrant comment une certaine pensée décoloniale, revancharde, réac au sens premier du terme, qui réagit, contribue à réifier ce fait colonial et finalement tue une énergie qui est saine, parce que je pense que le ressentiment ne mène à rien. La justice historique, oui. La réparation, sans doute. Le devoir de regarder en face l'histoire, oui. Mais ça ne tombera pas ni dans une forme d'hygiène chromatique, comme je l'appelle, en disant qui doit parler et qui doit parler. La légitimité ne doit pas relever de la couleur, ainsi de suite. C'est tous ces éléments que j'essaie de pointer dans mon livre en faisant la différence entre ce que j'appelle moi l'énergie décoloniale et ce que j'appelle l'étiquette décoloniale. Et je suis plutôt fondamentalement pour l'énergie décoloniale. Vous avez cité le prix Goncourt Mohamed Bougarsa, donc un jeune Sénégalais qui avait 31 ans quand il a eu le Goncourt, qui, dans son roman, partait sur les traces justement de l'écrivain disparu Yambo Ouelguem que vous venez de citer, et pour lequel il disait sa fascination et son admiration. Donc pour un écrivain que d'aucuns aujourd'hui ont rangé dans la case de l'afro-pessimisme, de ceux qui disent qu'il y a dans les problèmes de l'Afrique des causes qui sont aussi africaines. Est-ce que cette question-là a eu autant de résonance au Sénégal qu'en France? Oui. Oh, c'est une question... À la sortie du Goncourt, là je parle vraiment de 2021. Oui, c'est une question centrale. Alors, la lumière subite que le Goncourt projette sur son auteur en fait une bête de foire aussi, et ça suscite des réactions. Si je vous pose la question, c'est parce que j'imagine que ça profite aussi à des personnes au Sénégal que de dire, en effet, que de rejeter
la faute de tout ce qui se passe, de tous les maux de l'Afrique aujourd'hui sur... Oui, mais de manière l'ancien générale, colon. ils n'en ont pas besoin. Je pense que c'est une forme d'énergie que partagent beaucoup de gens, parfois d'ailleurs très respectables, dont les travaux peuvent être respectés. Mais oui, mais là, c'était une opportunité. Et puis le garçon, il a doublement blasphémé. Non seulement il a reçu un Goncourt français, mais il a écrit aussi sur des sujets LGBT. Son précédent roman s'appelait De purs hommes. Et donc, c'était le strike absolu, la preuve par mille que ce garçon était un agent LGBT envoyé par l'Occident pour attenter aux bonnes mœurs sénégalaises. Voilà comment on a vendu l'affaire. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que l'accusation d'aliénation est imprescriptible? Non, heureusement qu'elle n'est pas imprescriptible. Et d'ailleurs, vous savez, les accusateurs s'amendent parfois. Et puis, la roue de l'histoire tourne, bourreau et victime permutent parfois dans l'histoire. Et c'est Stanislas Aditovi qui a attaqué Senghor formidablement, avec force, radicalité. À la fin de sa vie, il s'est amendé en disant « Oui, pauvre Senghor, on l'a attaqué, il n'avait pas tort, ainsi de suite ». Heureusement que l'accusation n'est pas imprescriptible. Mais vous savez, moi je suis un admirateur sans condition de Frantz Fanon. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau manifeste universaliste que la fin de Peau noire, masque blanc. Mais Fanon aussi, dans l'aliénation, a instruit le procès de toute une classe. C'est-à-dire, à partir de quand on est aliéné, c'est-à-dire quels sont les seuils, quel est le portrait robot, à partir de quel moment on sort de la désaliénation. Et il y a une forme assez facile de projeter la critique sur les autres pour s'en prémunir d'une certaine manière. Des gens qui ont été à la même école, qui ont fait la même formation, qui ont reçu la même épistémologie, eh bien vous vous retrouvez avec quelqu'un qui se trouve être accusateur et l'autre qui est accusé. Donc il y a un arbitraire fondamental dans cette accusation. Et puis, est-ce que l'accusation engendre quelque chose finalement de formidable pour l'élan africain, pour ce qu'on a appelé la Renaissance africaine et ainsi de suite? Ce sont des querelles fratricides qui n'ont pas finalement mené ni à un assainissement du débat, ni justement un impact formidable dans la refondation des pensées africaines. Donc finalement, c'est un tout à l'ego. C'est un tout à l'ego qu'il y a dans le champ intellectuel et c'est parfois risible, et c'est d'autant plus risible qu'avant, je donne juste cet exemple-là. Kamara Laye, que beaucoup d'écoliers africains connaissent, qui a écrit L'Enfant Noir, écrivain guinéen qui parle des splendeurs de son village Kouroussa, et qui arrive en France, le roman se termine quand il ouvre son plan du métro parisien. Il est attaqué violemment par Mongo Betty. Dieu sait que j'adore Mongo Betty. Mongo Betty écrit un essai dans Présence africaine, Afrique noire et littérature rose, en disant mais comment cet auteur peut chanter Kouroussa alors que nous sommes en plein en domination coloniale, et ainsi de suite. Et donc finalement on disqualifie un travail d'un auteur méritant et puis quitte de la liberté des auteurs. Les auteurs ont la liberté absolue d'écrire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas une seule boussole anticoloniale qui doit expliquer et créer toute l'énergie de la création. Et donc cet élément est un élément important. L'accusation finit par vouloir créer une forme d'unification de la pensée. Et quand on tombe dans une unification de la pensée, on perd la pluralité qui est essentielle justement pour pouvoir voir ailleurs. Parce que découcher, sortir de sa communauté, ne pas être uniquement dans un rapport carcéral vis-à-vis de sa communauté, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc trahir d'une certaine manière aussi, c'est une énergie de la dissidence, et cette dissidence, elle est au fondement même de la littérature. Et donc, vouloir préserver cette liberté-là absolue, c'est le travail, d'une certaine manière, de mon livre, mais il y en a beaucoup d'autres. Nous sommes une chapelle contestée, rudoyée parfois, mais on survit. Mais vous parlez de tout à l'égout que donc coopéreraient ces discours décoloniaux et cette pensée décoloniale qui a pris le dessus, dites-vous. Et néanmoins, il y a quand même des choses qui se dessinent aujourd'hui, des projets et puis des grandes idées qui se lancent, des réflexions sur l'Afrique qui ne trouvent pas grâce à vos yeux, alors que il me semble au contraire qu'ils sont cet élan que vous espérez pour le continent. Déjà, le mot fierté, vous en parlez comme d'un mot qui regorge de renoncement. C'est le mot du deuil presque magnifique, écrivez-vous. La quête d'une science africaine, vous en parlez comme d'un vœu pieux et comme d'une vanité du décentrement. On ne parlerait de la fin du franc CFA
CFA que pour des questions de symboles et sans s'interroger sur vraiment réellement les effets concrets et du franc CFA et de sa fin. La question de la langue aussi, d'aucuns aujourd'hui voudraient écrire en Wolof. Vous citez beaucoup Boubacar Boris Diop, cet écrivain sénégalais qui s'est mis à écrire en Wolof il y a quelques années. Tous ses romans aujourd'hui sont en Wolof et vous le tournez un peu en dérision, alors qu'il se passe plein de choses, mais vous aussi, vous faites un peu du tout à l'égout, finalement. Alors, par où commencer? Oui, je fais une petite liste. Non, c'est... Alors, essayons juste de projeter le terme fierté ou science dans d'autres communautés. Ici, qui est le turiféraire de la fierté nationale française? C'est l'extrême droite, pour le dire assez clairement. La fierté d'être français, ainsi de suite, de ne pas subir les assauts, justement, qui délavent notre identité. C'est une terminologie qui est une terminologie réactionnaire ici. Quand je dis science africaine, imaginons on dit science chinoise. C'est quoi une science chinoise? La science, par essence, c'est la constellation des acquis qui ne sont pas racialement colorés. C'est-à-dire, dans toute avancée humaine, on ne peut pas la situer uniquement et l'attribuer à une communauté en particulier. Tout le monde y participe. Mais pour les sciences sociales, peut-être ça se justifie davantage. On est davantage sur le terrain. Le Timbuktu Institute que vous devez connaître, Bakary Sambé. Oui, mais Bakary Sambé est un chercheur absolument formidable que j'aime beaucoup, que j'ai invité dans mes émissions régulièrement. Bakary Sambé, je ne pense pas qu'il utilise une science dite africaine qui est différentes des sciences que l'on utilise à Nanterre, à l'EHSS, dans les universités dites woke américaines, ainsi de suite. C'est-à-dire poursuivre quelque chose d'authentiquement et d'uniquement africain, dans un monde parfaitement globalisé, dans un monde où les influences circulent, comme pourchasser une forme d'identité pure, ça me paraît être une illusion dangereuse. C'est le Codesria qui a employé énormément de penseurs extrêmement brillants du continent. On a essayé aussi, dans cette logique-là, de faire émerger une science dite africaine. Mais on achoppe face à des réalités banales, des réalités terribles. On se cogne face au réel de Lacan. Qu'est-ce que serait une science africaine ? Qu'est-ce que serait une science qui serait authentiquement africaine et pas d'autres pays, ainsi de suite? La science, elle évolue. Notre rôle, c'est de pouvoir être les garde-fous, de l'amender, de la remodeler pour justement toujours des vertus inclusives pour tout le monde. Il n'y a pas une science qui agit pour des gens, une science qui agit pour d'autres. Et c'est quelque chose d'essentiel, c'est ce que je dis, il ne faut pas totémiser le continent et le particulariser. Sa particularisation a été conceptualisée dans une dynamique coloniale. Il ne faut pas que dans la dynamique décoloniale, on s'auto-particularise. Et c'est un élément qui est important. L'Afrique n'est dépositaire d'aucune forme de différence qui est irréductible dans le commun du monde. Et ce commun du monde, on doit le chérir, y apporter d'une certaine manière notre contribution, en ne rêvant pas à trouver des médecines ou un appareil de cancer qui serait purement africain. Non, là, vous parlez de la science, mais penser l'Afrique, là, ici, ce soir, on le fait depuis la France. Oui, non, mais on en parle depuis c'était le mot science. Mais bien sûr, ici, bien sûr, dans la science sociale, les sciences sociales continuent, et c'est pourquoi c'est formidablement intéressant. Les évolutions et les bons qu'on a fait sont absolument prodigieux. Entre ce qui a existé, la bibliothèque coloniale, que Yves Valentin et Yves Mundimbe, je veux dire, avaient très bien circonscrite cette bibliothèque. Et tout ce qui a évolué d'énergie décoloniale, d'études, de pensée, de recherche dans les universités africaines, c'est quelque chose de fabuleusement expressif d'une certaine manière de quelque chose qui a profondément changé. Oui, les sciences sociales, il faut toujours les amender, elles changent. Ce que j'ai dit juste, c'est pas aller circuler et en avoir, on a un modèle qui est bon et ainsi de suite. Heureusement que non. Moi, j'ai fait une thèse en sociologie. Heureusement que ça change. Que toute l'architecture de l'épistémologie occidentale soit repensée parce qu'elle a été le véhicule de la colonialité d'une certaine manière, c'est absolument fondamental. C'est ce que dit la pensée décoloniale d'ailleurs d'obédience sud-américaine. La revalorisation des savoirs endogènes, la décolonisation des savoirs, mais c'est une dynamique qui est entreprise depuis très longtemps et qui continue, qui connaît des bons, et il faut parfaitement le saluer. Tout ce que je dis,
c'est que cet horizon, ce n'est pas la découverte d'une science africaine ou d'une science décoloniale pure. On pourra tout à fait contribuer. Et sur la question des langues, je tourne en dérision Boubacar Boris Diop pour des contradictions. Je peux témoigner de ce que vous vous êtes parlé sur France Culture, dans Culture Monde, et que ça s'est très bien passé. Oui, mais ça se passe très bien. Mais je pense que toute pique ou toute ironie, toute dérision n'est pas de la disqualification. Il n'est pas interdit parfois de mordre le mollet des anciens. C'est juste pour en vérifier un peu plus la solidité, c'est tout. Et donc, on s'y casse parfois les dents. C'est bienvenu, on apprend. C'est ce que je dis. Les langues africaines, c'est important d'écrire dans les langues africaines. C'est même essentiel. Mais ce mouvement est un mouvement qui n'appartient pas à Boubacar Boris Diop. Même Senghor a promu les langues nationales. Ngudi Wachongo, qui a été pendant longtemps pressenti pour le prix Nobel de littérature, il a décidé d'écrire en kikuyu depuis très très longtemps, ainsi de suite. Donc c'est important. Ce que je dis, c'est que la langue ne fait pas tout. C'est pas parce que vous écrivez uniquement en Wolof demain qu'à Dakar, dans le marché de Sandaga, qui n'existe plus, tout le monde va vous lire. Parce que pour lire, pour créer un écosystème littéraire, il faut des maisons d'édition, il faut des prix, il faut des institutions, il faut de tout le monde. Et puis vous savez, il ne faut pas... Dans la question décoloniale, de manière générale, on balaye assez facilement la dimension de la classe sociale. Et la dimension de la classe sociale, elle existe à l'intérieur des sociétés africaines, héritières de féodalités diverses. Et d'ailleurs, l'immigration africaine en France est une immigration qui étage justement la population et le profil démographique. Parce que ceux qui partent, c'est ceux qui peuvent partir. Et ceux qui partaient pour amener leurs enfants faire des études sont titulaires d'un patrimoine à la fois intellectuel et d'un patrimoine culturel, d'une certaine manière. Il faut aussi lire le continent africain et les pays que vous connaissez bien à travers cette grille sociale et pas seulement absolument, la grille sociale, elle est essentielle partout. Pourquoi l'Afrique en serait exclue? L'Afrique n'est pas un continent homogène. L'Afrique, c'est 54 pays avec des histoires parfaitement différentes, des temporalités, des perspectives historiques. Le royaume du Cayor n'est pas le royaume du Dahomey au Bénin. Je veux dire, le nord de l'Afrique, ce n'est pas le sud de l'Afrique. C'est un continent avec une richesse et une diversité absolument formidable qui n'est pas homogène. Et à l'intérieur des pays, bien sûr, il y a cette ligne de césure de la classe sociale. La classe sociale, elle est... Vous allez à Dakar aujourd'hui, excusez-moi, vous avez les bourgeois qui vivent aux Almadies, et vous allez aux Parcelles Assainies ou à Guédiawaye, vous avez la plèbe et les populations les moins favorisées. Et si on n'explore pas l'origine justement des divisions aussi sociales à l'intérieur, on ne saisit pas tout ce qui peut être une énergie de gauche, un socialisme justement qui prend en considération les réalités locales. C'est ce que je dis sur la lecture aujourd'hui. Le problème, c'est que vous écrivez aujourd'hui en Wolof, c'est ceux qui parlent en français qui sont le plus susceptibles de pouvoir vous lire. Ce n'est pas mécanique. Alors, ce que dit Boubacar Boris Diop qui est juste, c'est que les livres précèdent toujours les lecteurs. Et donc, c'est un investissement pour l'avenir. Et c'est un encouragement pour que les autorités sénégalaises enseignent plus le Wolof. Et encore, nous, on a d'autres problèmes parce qu'il faut enseigner le Wolof et d'autres langues aussi très, très importantes pour ne pas créer de discrimination. Mais je suis naturellement un adhérent à 1000% pour qu'on valorise ces langues, pour qu'on écrive dans ces langues, pour créer des écosystèmes, ainsi de suite. Mais cela ne se fera pas dans une dynamique d'opposition et d'accusation contre ceux qui écrivent en français. C'est ce que je suis en train de dire au fond. Et c'est pourquoi j'ai tourné certaines des idées de Boubacar Boris Diop en dirigeant, tout en étant un admirateur sans borne de Il dit quelque chose de très joli. Il dit que lorsqu'on écrit en français dans la société sénégalaise, donc c'est ce qu'il faisait auparavant, c'est une langue qu'on n'utilise pas. Donc vous êtes écrivain et vous exprimez vos idées dans une langue que vous n'entendez jamais. Il y a une espèce de déficit sonore dès le départ. Vous écrivez dans une langue un peu sourde, une langue blanche, sans jouer sur les mots. Et il dit aussi que quand on écrit en Wolof, pour lui, c'est ce qu'il entend tout le temps autour de lui. Des paroles remontent de son enfance qui étaient quelque part blotties dans votre esprit et se redéploient presque à votre insu. Donc vous avez, à la fin, quand vous en discutez ensemble, vous finissez par être d'accord, mais ça ne va pas sans friction, sans tension. Comment a été reçu votre livre? Peut-être d'abord dans votre pays d'origine, le Sénégal, et plus généralement sur le continent africain, et ailleurs, et en France, puisque c'est aussi les réactions à la fois de la diaspora et de la pensée décoloniale en France que vous décortiquez. Oui, Boubacar Boris Diop, il se trouve que l'essentiel de sa production est en français.
Et que Ses premiers romans. Oui, ses premiers romans. Et que Parce qu'en plus, après, il traduit en français ses romans en Wolof. Et ça, c'est rigolo, parce qu'il trouve que c'est très difficile. Oui, et puis son revirement est intervenu à 50 ans, ça me laisse la marge. Peut-être qu'à 50 ans, j'écrirai en Wolof et en Djola ou en Pulaar, et ainsi de suite. Mais c'est un vœu que je formule vraiment. Là, c'était juste pour le taquiner. C'est un auteur pour lequel j'ai une grande admiration parce qu'il est très cohérent. Il est cohérent, il n'est pas justement dans une certaine forme de coterie, de complaisance. Et j'ai toujours eu une passion pour les auteurs qui étaient parfois radicaux dans leur pensée, mais à condition qu'on accepte le dialogue et les frictions, comme vous venez de le dire. Oui, mon livre a été reçu au Sénégal de façon sportive, pour faire dans l'euphémisme. Écorner l'image de Cheikh Anta Diop, qui est un gourou absolu au Sénégal. Oui, ça a explosé, mais enfin, je savais ce que je faisais. Mais finalement, on a eu des débats parfaitement sains. J'ai pu en parler à l'université, j'ai pu en parler dans différentes rencontres, j'ai pu en parler partout sur le continent africain, avec des débats virils, des débats durs parfois, mais des débats parfaitement constructifs. Très souvent, on me dit oui, sur les faits, vous avez raison, mais c'est la manière de le dire, et puis voilà, vous êtes forcément vous aussi un aliéné, ainsi de suite. Mais je dis finalement, appartenir à la caste des aliénés, c'est on n'abdique pas l'honneur d'être une cible d'une certaine manière, et que cette galaxie-là est une galaxie assez abondante. Vous savez, le nombre d'écrivains qui ont été ostracisés tout simplement parce qu'ils ont écrit des choses qui ont déplu à leur pays, parfois, c'est un honneur. Mais moi, je garde un excellent souvenir de tous mes séjours au Sénégal pour parler du livre. Un excellent. Je sortais de là, je perdais 2 litres de sueur parce que c'était une arène où il fallait justement de façon pédagogique désamorcer certaines bombes, expliquer justement que l'idée, c'est pas forcément de ménager la France. Et merci de l'avoir dit dans l'introduction. Je pense que je fais la généalogie de ce qu'on appelle, terminologie que j'aborde, le sentiment anti-français. Je parle justement de toute la structure coloniale. Je parle encore de toute cette histoire très récente, parce qu'il y a l'histoire très ancienne des Jules Ferry et l'histoire plus récente des Nicolas Sarkozy, qui sont allés dans des amphithéâtres sénégalais pour dire à un ensemble de chercheurs et de penseurs brillants que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, avec la plume funeste de Henri Guénaud. Donc, en France, on a du mal avec l'histoire à la regarder en face, parce que l'histoire n'a pas été belle. Elle a été faite de crimes, de massacres, elle a été faite d'un sentiment naturel, d'un inconscient colonial qui est très très fort. Un inconscient colonial qui survit d'ailleurs aujourd'hui quand un président de la République dit « vous avez oublié de dire merci » d'une certaine manière. À la comptabilité de la gratitude entre la France et l'Afrique au regard de l'histoire. La France doit se faire très modeste. Et on est dans ce lieu aussi, ici, le musée, qui répercute aussi cette histoire d'une certaine manière. On a parlé d'art, on a parlé de pierre, toute cette violence-là. Il y a une élégance à la fois langagière, mais surtout une justice historique qu'il faut essayer d'avoir. Et moi, ce que je dis tout simplement, c'est que je ne suis pas hémiplégique. Je ne tape pas uniquement sur la France pour le bonheur de taper sur la France. Parce qu'on sait que ça marche. C'est le strike absolu. Ça recrute des admirateurs. Si vous expliquez toutes vos faillites par la responsabilité de la France, vous vous en exonérez. Et beaucoup de gens l'ont compris. Y compris des responsables politiques en Afrique, exactement. Des dirigeants que ça arrange bien. Ce que je dis, c'est juste pointer cela, mais sans jamais excuser, au grand jamais. Justement, d'ailleurs, qui suis-je pour excuser la France? Et je n'en ai nulle envie. Je pense juste qu'il faut qu'elle regarde son histoire pour ce qu'elle a été, pour ses vilainies. Et de toute manière, tout ce qu'on ne reconnaît pas aujourd'hui, tout ce qu'on reconnaît au compte-gouttes, on finit par le reconnaître un jour. Parce que sur le Cameroun, on n'a rien dit, maintenant on fait des rapports. Sur l'Algérie, ça sort au compte-gouttes. Il faut déclassifier beaucoup de choses. Sur le Rwanda, c'est pareil. La France doit regarder son histoire. On peut lui reconnaître. Il y a quand même un vrai travail qui est fait, et avec toute la liberté de le faire. Mais vous avez vu le temps qu'il a fallu?
le temps qu'il a fallu, l'énergie qu'il a fallu, les réticences qu'il y a eu, ainsi de suite. Et je pense qu'un pays se grandit à assumer son histoire dans ses phases les plus glorieuses comme dans ses phases les plus sombres. Et que c'est d'ailleurs le destin de beaucoup de nations d'avoir justement ces phases absolument sombres. Et la France doit consentir à la regarder en face sans se débiner. Et si elle ne veut pas la regarder, il y aura toujours des gens pour le lui rappeler et créer ce malaise-là. Mais justement, voilà, si on fait ça pour la France, on doit le faire aussi pour le continent africain, pour les responsabilités africaines. Et ces responsabilités africaines, elles sont aussi nombreuses. Et donc, je trouve que d'ailleurs, c'est d'une banalité absolue de vouloir regarder cette réalité en face. Et ça suffit pour que vous soyez qualifié de pro-français, alors que vous dites des choses assez élémentaires. Et c'est pourquoi j'ai veillé à ce que mon livre ne prête pas le flanc à la récupération facile, parce que ce dont j'ai peur, mais je m'en méfie, c'est du baiser mortel de la droite, qui cherche parfois son petit quota, justement pour se donner d'une certaine façon une certaine forme de contenance politique et de légitimité idéologique. L'idée, c'est ça, mais tout en critiquant aussi la gauche qui laisse beaucoup d'orphelins du progressisme, parce que c'est quand même assez délirant. On est progressiste dans son pays et quand on traverse la Méditerranée, on devient réac. Et on n'a plus d'interlocuteur que la droite française. Et je pense que la gauche aussi doit faire son examen de conscience et qu'elle, à l'inverse du paternalisme de droite, qu'elle ne tombe pas dans un maternalisme et qu'elle considère les immigrés de manière générale et les afrodescendants comme des personnes capables à la fois de beauté mais aussi de vilainie, qui sont traversées par ces questions économiques aussi, de classe sociale. Et donc, l'idée, c'est d'insuffler à la fois une certaine forme de lucidité et d'espérance. C'est deux mots auxquels je tiens beaucoup. C'est-à-dire, on n'est pas condamné, on n'est pas foutu. Mais on n'est pas condamné, on n'est pas foutu, à condition qu'on se dise les choses en face, sans tabou. Et qu'on se le dise à la fois quand on est français, mais aussi quand on est sénégalais, dans nos huis clos, pour que tous nos débats ne soient pas uniquement des débats coloniaux. Parce qu'il y a des sujets chez nous qui ne sont pas nécessairement coloniaux et qu'on doit trancher entre nous. Et notamment au Sénégal, dont vous êtes originaire. Il y a eu une élection il y a un an, un président Bassirou Diomaye Faye et un Premier ministre Ousmane Sonko. Ça fait un an qu'ils sont là. Peut-être un tout petit mot pour conclure. Ça fait un an qu'ils sont là. On en attendait beaucoup pour ne serait-ce que les questions surtout sociales, sociétales. Pour l'instant, qu'est-ce qui a été fait à part mettre dehors encore, je ne sais pas, mais en tout cas, les bases françaises ont été fermées. Enfin, on a l'impression que depuis un an, tout est tourné sur ce discours-là, au Sénégal aussi. Oui, alors il est toujours un peu hâtif de faire des bilans sur un an. La politique, c'est le temps long. Le temps long, c'est précisément ce que le public ne vous laisse pas, ce que vous ont élu ne vous laisse pas. Mais oui, il y a une volonté d'assainir les comptes publics, une volonté de repartir sur de nouvelles bases. Mais vous savez, je suis assez stupéfait, pour dire les choses franchement, qu'on semble s'extasier devant des vieilles recettes qui sont vieilles comme le monde. Quand vous regardez les discours de Pastef ou de Ousmane Sonko ou de Bassirou Diomaye Faye et que vous les comparez aux étudiants de la FEANF dans les années 50... Le Pastef, c'est le parti. Le Pastef, c'est le parti au pouvoir au Sénégal. Mais c'est d'une radicalité sans muscle par rapport à ce qui se disait à l'époque. La volonté de fermer les bases, la volonté de sortir du CFA, la volonté de rééquilibrer la relation, de sortir de l'asymétrie. Mais c'est des invariants qui existent depuis très, très, très longtemps. Aujourd'hui, oui, d'ailleurs, pour être juste, la réarticulation, pour utiliser les termes diplomatiques français, la réarticulation de notre présence militaire en Afrique, bon, ça se fait en coordination avec beaucoup de pays africains. Il y avait 300 soldats, je crois, au Sénégal, les bases sont fermées. Il en sera de même pour la Côte d'Ivoire, où il y avait un peu plus d'hommes. Et on a vu, la France a été chassée des pays du Sahel. Il y a un discours qui marche, un discours dégagiste, mais d'ailleurs, l'énergie du ressentiment n'est pas une énergie africaine. C'est une énergie qui parcourt le monde avec des révolutions conservatrices partout. Ces révolutions conservatrices, leur épicentre finalement est occidental.
Et donc l'Afrique est dans le concert du monde, on se nourrit aussi, c'est pourquoi parfois on peut avoir des dirigeants comme Trump qui sont très populaires sur le continent. On a entendu d'ailleurs des dirigeants de PASTEF dire que eux c'était les Trump du Sénégal, c'est une aberration. On a d'un président qui disait des pays africains the shithole countries, pour dire le moins dans ces exploits langagiers que l'on connaît tous. Donc il y a fondamentalement de ça. Je pense que regarder le ressentiment, regarder les pays africains ne doit pas se faire uniquement dans un contexte africain. Il faut regarder dans un contexte beaucoup plus global. Aujourd'hui, les fermetures identitaires, les discours plus dégagistes, la difficulté d'être populaire sans être populiste, c'est partout dans le monde aujourd'hui. C'est partout. C'est aux États-Unis, c'est en Russie, c'est chez Orban. Il y a de bonnes potentialités en France aussi, avec certains partis. Donc oui, le bilan, je ne le ferai pas parce que je pense que ce n'est pas mon rôle déjà. Et puis, je n'ai pas suivi l'actualité sénégalaise récemment avec assiduité pour avoir un avis pertinent sur la question. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est un attelage d'une révolution parfaitement conservatrice sur un lit parfaitement démocratique, mais révolution conservatrice sur les valeurs, sur les mœurs, sur la place des femmes, une tentation socialiste assez brève et puis une acceptation des logiques du marché. Donc on appelle ça un caractère révolutionnaire et pragmatique. Jusqu'à quand ça va tenir ce manque de cohérence idéologique, ainsi de suite? J'espère que pour mon pays, que PASTEF réussira. Parce que beaucoup de jeunes ont investi énormément d'espoir sur ce parti. Et si jamais ils ne réussissent pas, ça annonce des lendemains terribles pour le pays, ce que je ne souhaite pas. Donc même si j'ai des accords parfois sur les valeurs et sur l'orientation générale, je leur souhaite de réussir et je pense qu'on doit tous y contribuer. Merci Elgas. Vous parliez de la nécessité de se parler et d'ouvrir la parole. Et je pense que sur un sujet comme ça et des considérations comme les vôtres, c'est important de faire circuler un micro. Il y a 2 micros qui circulent dans la salle. Et alors je suis désolée. Ah bah ça y est, je vous vois, parce que j'allais dire, je ne peux pas voir si des mains se lèvent. Mais vraiment, allez-y. Je crois qu'Elgas, vous aimez beaucoup en plus répondre à ces questions. Je vois une main qui se lève ici. Madame, bonsoir. Et puis d'autres qui vont se lever également et on fera circuler les micros. Merci beaucoup. Bonsoir. Ah, c'est pas ouvert. Votre micro n'est pas ouvert, on ne vous entend pas. Test. Merci. Merci. J'ai une question, ou plutôt une réflexion. Vous sembliez dire que les faits coloniaux étaient plutôt passés et pas forcément actuels, enfin en tout cas dans ce que j'ai cru comprendre. Et moi je suis antillaise. Et il y a un fait qui m'a plutôt troublée quand on parle de ressentiment, et je peux le comprendre, moi, c'est que dernièrement, il y a eu le président de l'Assemblée en Martinique qui a voulu faire en sorte que le créole soit reconnu comme étant une langue à part entière et qu'on puisse écrire des documents en créole. Donc l'État français a fait en sorte que ce ne soit pas le cas. C'est passé devant un tribunal. Le préfet de la Martinique s'en est ému. Et alors qu'on sait très bien qu'en Corse, des gens écrivent, ils rédigent en Corse et ça ne pose aucun problème. Donc en fait, les gens, ils ne sont pas stupides. Ils regardent, ils voient des décalages, des choses qui ne s'expliquent pas. Et on peut comprendre que c'est même pas forcément du ressentiment, mais ils regardent, ils ont l'info et ils ne comprennent pas en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, ça ne rentre pas du tout dans le cadre naturellement du ressentiment. Et puis, dans le début de mon propos, je disais colonisation et je disais aussi ce qui survit à la colonisation, c'est la colonialité. Et la colonialité, elle existe, elle explique encore d'une certaine manière énormément de dimensions de la vie politique, intellectuelle. Et puis l'exemple que vous donnez est un exemple assez riche. Je ne mets pas toute contestation et toute critique de la France dans le manteau du ressentiment. L'usage du terme ressentiment est situé dans le livre. Ce que je dis, c'est que le ressentiment, c'est l'écrasement de tous les affects de la victime et qu'il met à la remorque, finalement, de cette énergie qui ne crée rien de manière générale. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, si là, on il y a regarde... volonté de création, en tout cas, dans ce que vous dites. Oui.
Mais bien sûr, c'est pourquoi je dis que je pense que ça ne rentre pas dans ce que je décris comme ressentiment. Je ne dis pas que toute critique et toute création ou toute demande ou d'exigence d'égalité rentre dans la logique du ressentiment. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, si vous êtes dans une logique uniquement de colonisation, anticolonisation, et que vous expliquez tout par ce spectre, et que vous n'êtes que dans cette énergie-là, on anesthésie toutes les forces créatrices qui ne dépendent pas nécessairement de la colonisation. Et dans les pays africains qui sont la centralité de mon discours et des exemples que je donne, cet élément est important. Si vous expliquez tout ce qui ne marche pas dans votre pays par uniquement la faute et la présence de la France, on commence à tomber dans une logique parfois du ressentiment et du règlement de compte. Et d'ailleurs, les gens l'exploitent de façon opportuniste. Vous regardez, je vais donner juste un exemple. Le président Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, qui est un amoureux des tables parisiennes, qui connaît très bien la gauche française ici, qui a donné son pays à Bolloré, d'une certaine manière. À partir du moment où on est rentré dans la crise ivoirienne, il est apparu comme un panafricain, comme un saint, d'une certaine manière, parce qu'il a assez habilement instrumentalisé, justement, ses affects anciens avec la réalité de son État. Et ces exemples-là, de tous les présidents qui amorcent leur chute dans leur pays, et qui, à ce moment-là, rentrent dans une logique conflictuelle avec la France, ça ne trompe plus personne, c'est une logique opportuniste. Et donc, ça, malheureusement, ça fait des illusions chez beaucoup de jeunes populations, et c'est là où la logique du ressentiment peut jouer. Autant on dit aux jeunes Africains, critiquer la France, justement, sur ce qu'elle a fait, de façon dure, radicale, sans concession. Mais il n'y a pas que ça comme horizon. Il n'y a pas que ça comme horizon pour vous faire, pour construire, pour apporter aux banquiers du monde, pour créer. Parce que cette énergie-là et cette critique-là, elle ne sera pas la seule condition de l'épanouissement. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas attribuer à la France plus d'importance qu'elle n'a dans cette relation. Et c'est important en Afrique. Il ne faut pas penser que tout est colonial. Tout n'est pas colonial. Voilà. Tout n'est pas colonial. Et donc, ces parcelles qui ne sont pas coloniales, il faut les investir. Et c'est ce que j'essaie de faire. Merci. D'autres monsieur, alors madame, et pendant ce temps, est-ce que peut-être vous pouvez approcher le micro par ici pour la question d'après, s'il vous plaît. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je veux parler du ressentiment, rebondir un peu sur ce que la dame elle a dit. Est-ce que les populations aussi ne sont pas un peu légitimes en ce qui concerne le ressentiment anti-français lorsqu'on voit le comportement de la France en termes de démocratie? On voit que la France est alliée ou soutient en tout cas le Tchad, par exemple, ou la Côte d'Ivoire. Et à côté, on considère que le président burkinabé ou malien sont des imposteurs, ce sont des farces. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi un peu légitimes aussi à avoir ce ressentiment-là lorsqu'on fait de la démocratie sélective? Ça, c'est la première question. Et j'ai une question aussi en ce qui concerne les monuments qui rappellent la colonisation ou l'esclavage. Est-ce que vous pensez que ce sont des monuments qui sont là pour se rappeler justement de l'histoire et donc ils ne doivent pas disparaître et rester là pour ne pas que ça se répète? Ou vous pensez que ces pays-là qui ont été colonisés doivent s'en défaire et se débarrasser de tous ces symboles qui rappellent ce passé sombre-là? Merci. Merci. Sur la première question, on l'avait abordé dans une table ronde il y a 2 semaines sur les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Et en effet, il avait été évoqué cette question de la France qui se fâche et mutuellement avec les pays pris par des coups d'État et le Tchad qui, lui, a vécu un coup d'État institutionnel. L'idée même de se fâcher est une idée paternaliste. Enfin, on n'est pas le gendarme, on ne régit pas la vie des gens. Ces pays, idéalement, c'est des pays qui doivent décider de leur destin sans qu'il n'y ait aucune injonction de la France. Mais j'ai bien peur qu'on prête un peu trop au terme ressentiment.
toute critique de la France n'est naturellement pas ressentiment. Heureusement, dans tout le champ des coloniales, ainsi de suite, on critique la France virulemment. On le fait depuis des années, on le fait dans des essais, on le fait dans des romans. Ça relève naturellement pas du ressentiment. Sur maintenant le double standard, les 2 poids 2 mesures, la France qui soutient le Tchad, qui ne dit rien sur le Gabon, mais qui accable le Mali, le Niger. Oui, ça remonte à très loin. Vous avez le paradigme de la boule de Mitterrand, qui décidément a fait beaucoup de mal, je veux dire, sur ces démocraties et sur le multipartisme. La France s'est toujours mal comportée sur le continent, parce que vous auriez pu parler de la France-Afrique. La France-Afrique a destitué les présidents, a mis des présidents amis de la France, et donc ça, c'est d'une certaine manière resté. Mais ça, c'est pas s'opposer contre ça, c'est ce que font énormément de gens, c'est pas du ressentiment. Moi, je dis de manière générale, c'est la réponse que j'ai faite à la première intervenante, c'est ça. La légitimité d'une réaction contre la politique française est bienvenue, mais tout expliquer des échecs africains par la France, c'est là où moi j'ai envie de tiquer un tout petit peu. Et ça me paraît d'ailleurs d'une banalité absolue. Vous savez, j'avais fait une interview qui avait suscité un tollé monstre au Nouvel Obs. J'avais dit, en France, pour les problématiques, grosso modo, de progrès, on emploie les terminologies que l'on veut, parce qu'il y a des gens qui sont heurtés par le mot développement. Oui, la France n'est ni la solution pour l'Afrique, ni le problème. Et quand j'ai dit ça, on me dit « Ah mais non, c'est encore le problème, c'est encore le problème ». Parce qu'il faut qu'on réussisse à sortir justement de cette dualité-là, à considérer qu'il n'y a que la France qui explique toutes les pesanteurs dans nos pays. Si vous regardez tous les aspects de l'éducation, de la santé, là où on a des leviers pour essayer de transformer les choses, de la créativité économique, de l'ingénierie économique, pour donner de l'emploi à des gens, pour penser à des systèmes d'innovation majeures qui peuvent sortir, comme beaucoup de pays l'ont fait, comme la Corée du Sud, comme la Chine, des innovations qui portent et qui sortent des personnes substantielles de la pauvreté, ça n'a pas uniquement à voir avec la colonisation et la France. Et moi, c'est plutôt là où je vais, c'est-à-dire je ne disqualifie pas les critiques, c'est l'énergie que l'on anesthésie parfois, que l'on perd et qu'on ne crée pas. Vous savez, on peut entrer dans le vif du sujet et avoir des sujets aussi qui fâchent dans nos pays. Et c'est très, très difficile à faire. Aujourd'hui, depuis les indépendances aujourd'hui, est-ce que vous avez en tête, vous, je vous pose la question à toute la salle, une invention africaine, une innovation, une brillante idée qui a sorti substantiellement des centaines de millions d'Africains de la pauvreté, de la créativité économique à la technologie, au numérique, ainsi de suite. C'est-à-dire le monde ne nous attend pas. Il faut qu'on soit dans le monde avec une énergie qui crée, avec une force, avec justement une identité qui ne soit pas uniquement une identité victimaire. Et c'est très, très difficile à entendre, je le conçois. Mais si on reste dans cette idée, justement, les débats seront toujours circulaires et les discussions qu'on a eues dans les années 70 et dans les années 50, on les aura en 2050. Et l'Afrique doit, d'habitude j'emploie difficilement ces termes-là, l'Afrique doit, les Yaka Faucon, je m'en méfie, mais les pays africains doivent créer des énergies pour réenchanter des rêves, créer des ressources de leur propre vie. Et ça passe sans doute par une critique des survivances coloniales, mais pas uniquement, mais par une force de la création. C'est cet équilibre très fragile et très fin que j'essaie de défendre. Sur la deuxième question, rapidement, oui. sur les traces, est-ce qu'il faut s'en débarrasser oui, moi ça ne me pose absolument aucun problème. Je pense qu'il faut absolument débaptiser les rues, sortir les monuments, ainsi de suite. Mais après, ça va jusqu'où ? Vous savez, toute l'architecture de Saint-Louis est une architecture coloniale. Le palais du Sénégal, c'est aussi un palais colonial, ainsi de suite. Donc, sur cette question, et puis c'est aussi la question qui occupe d'ailleurs des enceintes comme le musée. Faut-il restituer toutes les œuvres ? Moi, je suis pour la restitution aussi de toutes les œuvres, ainsi de suite. L'Afrique doit décider de ce qu'elle veut faire avec tout ça, et avec toute sa liberté. Avec toute sa liberté absolue. Au Sénégal, on a commencé à le faire. Moi, j'ai été choqué. Quand je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai été choqué
de voir des ponts Charles de Gaulle, des avenues de France, un peu partout. J'ai trouvé ça agressif. Je me suis dit, mais oui, donc je suis parfaitement pour qu'on enlève tous ces noms de rue et qu'on les change. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est formidable pour le symbole, pour la redéfinition de soi, mais ce n'est pas quelque chose qui aura forcément un impact sur les enjeux transformationnels importants pour nos pays. C'est une étape, mais ce n'est pas l'horizon. Il ne faut pas prendre l'horizon, l'étape pour l'horizon. Et c'est un aspect aussi important. Il y avait encore d'autres questions, je crois, monsieur, et une main s'est levée vers le milieu, voilà, juste derrière. Bonsoir. Bonsoir, juste une question rapide. Vous avez abordé beaucoup les critiques décoloniales, mais les approches décoloniales ont aussi un agenda positif. Elles suggèrent des formes de rapport au monde, des ontologies différentes qu'il convient d'aller identifier pour notamment sortir de la crise environnementale et climatique. Elles appellent une pluriversalité. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas là, je parle de la philosophie décoloniale qui vient d'Amérique du Sud et qui est peut-être une particularité qui a parfois eu du mal, où c'est importé de manière un peu spécifique dans d'autres contextes. Est-ce qu'il n'y a pas là, dans cette pensée-là, des choses aussi intéressantes à l'épuiser pour concevoir une contribution de l'Afrique à un certain nombre de choses? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez lu mon livre. Non, mais je me suis dit que j'allais l'acheter et le lire. Oui, alors il y a un passage sur ça, justement. Je pense que c'est important, c'est essentiel même. Mais vous savez, ça ne s'appelle pas nécessairement la pensée décoloniale partout. Ça s'est appelé autrement dans diverses séquences du monde, partout. Des pensées qui visent beaucoup plus d'égalité historique, réinventer des modèles qui sont achevés, des modèles qui sont des ponctions, je veux dire, sur une terre, l'anthropocène, ainsi de suite. Mais ça mobilise le monde depuis très très longtemps. Les pensées décoloniales d'Amérique du Sud ne sont qu'une étape. Ce que je critique parfois, c'est la tentation radicale, extrémiste qu'il peut y avoir dans la volonté de régir ces pensées, d'en faire une étiquette exclusive. C'est ce que je critique. Mais l'énergie fondatrice pour essayer de réenchanter des rêves nouveaux, un monde nouveau, explorer l'environnement, le rapport aux autres, le rapport aux animaux, ainsi de suite, c'est quelque chose d'essentiel. Et d'une certaine manière, on y contribue dans le travail de recherche que l'on fait. Donc il n'y a aucune disqualification chez moi de la pensée décoloniale, mais une critique, pour le coup, assumée de ces effets radicaux, négateur à la fois d'harmonie et de communauté beaucoup plus globale, et justement quand on tombe dans une logique vengeresse ou revancharde. Monsieur, oui, bonsoir. Bonsoir Elhadj. Je suis au sud du Sénégal comme vous. Et je vais commencer par dire que je suis d'accord avec vous quand vous dites que le colonialisme n'est pas tout, qu'il faut regarder d'autres solutions. Mais quand vous dites que l'universalisme est la solution, est-ce que dans le monde où nous vivons, où le monde se forme en bloc, même le commerce international est presque, on est à la fin de ce que nous connaissons comme commerce international, est-ce que vous pensez que l'universalisme est la solution? Est-ce que l'Afrique ne doit pas avoir une vision africaine, justement? Merci. Merci. Alors, j'ai commencé par disqualifier le mot universalisme en parlant d'universel. Donc, je ne sais pas ce que c'est que l'universalisme. L'universalisme, ça a été quelque chose de l'ordre d'une forme de verticalité aliénatrice, d'une hégémonie centrale occidentale qui prétend que le monde est une forme, le reste du monde est une périphérie et que le centre est en Occident. Donc, non, je ne pense pas que l'universalisme soit la panacée, mais je pense que l'universel est important. Toutes les tragédies modernes, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient liées aux pandémies, nous montrent que nous sommes quand même dans un ensemble relié et que les réflexions que l'on peut avoir ne sont pas être des réflexions que l'on peut avoir, ne peuvent pas être des réflexions microscopiques à des échelles trop petites et qu'il faut penser justement de façon beaucoup plus large. Et dans le contexte du monde aujourd'hui, le monde évolue, les blocs, les alliances se font, se défont. Avant, on parlait d'Occident en mettant l'Europe et les États-Unis dedans. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans quelques temps. Oui, mais en tout cas, je sais que
dans un monde déjà très mondialisé, où il y a des tentations souverainistes, des replis, des renfermements, ainsi de suite, oui, c'est quelque chose à observer. Je pense qu'on termine un cycle. Mais après, je m'en méfie toujours parce qu'à chaque fois, on a dit c'est la fin de l'histoire, on termine un cycle, c'est une bascule définitive. Et pourtant, les choses se remettent en place. Je me méfie. Mais clairement, l'universalisme n'est pas une solution miracle, un antidote miracle pour régler les problèmes du monde et encore moins les problèmes africains. Mais par contre, là où je suis sceptique, est-ce que l'Afrique doit trouver une voie africaine? J'ai envie de vous retourner la question, c'est quoi une voie africaine? Moi, cette question, je l'entends depuis... Allez-y. Justement, ça fait plus de 50 ans que les institutions de Bretton Woods existent et l'Afrique aussi en faisait partie. Et nous n'avons pas profité de ces institutions-là. Donc, justement, c'est pour ça que je voulais dire, est-ce que ce n'est pas le moment de former un bloc, une pensée africaine, ou bien, pour justement imiter un peu les Occidentaux, ou même certains pays de l'Amérique du Sud, qui ont connu les meilleurs moments de croissance économique. Je parle de l'Équateur ou du Brésil. C'est quand ils ont formé des blocs entre eux. Et voilà. Donc je voulais mettre ça comme un exemple. Merci. Merci, monsieur. Je n'ai pas l'impression que l'Équateur ou la Colombie ait trouvé une formule miracle à travers une pensée sud-américaine ou latine qui explique leur progrès. Et d'ailleurs, les indicateurs que vous donnez, il n'y a rien de plus libéral que ça, sur la croissance, ainsi de suite. On est dans un schéma purement capitaliste. Vous savez, moi, quand j'étais en sciences politiques, on nous apprenait que le prérequis au développement économique, c'était un espace viable et prospère, démocratique. Ça, c'était peut-être valable pour les Occidentaux, mais la Chine est un contre-exemple parfait. La Chine montre qu'on peut avoir une fermeture démocratique absolue et pourtant allier un communisme des valeurs et un communisme historique et un capitalisme éhonté, effréné qui détruit la planète. Donc en fait, je pense qu'il faut faire très très attention. Il faut critiquer les institutions, comme on les appelle, de Bretton Woods, ainsi de suite. Mais je vous donne juste un exemple. Vous êtes d'un pays, on est du même pays, le Sénégal. Vous l'avez dit, voilà, de la même région en plus, formidable. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, quand ils étaient dans l'opposition, que n'ont-ils pas dit sur le FMI? Que n'ont-ils pas dit sur la Banque mondiale? Et l'un des premiers prêts qu'ils ont contractés, c'était avec la FMI. Vous savez, la gouvernance mondiale, c'est une forme de reality check, quoi. Et les discours... aujourd'hui, les États africains ont besoin d'argent pour mener des politiques publiques, et ainsi de suite. Quels sont les leviers pour avoir de l'argent? Il n'y en a pas 10 000. Il y a l'assiette fiscale intérieure. L'assiette fiscale intérieure, elle est maigre. Et une large proportion, ce sont des sociétés occidentales et des multinationales qui font d'ailleurs de l'optimisation fiscale, dont ce qui reste dans des économies informelles n'est pas formidable. Donc ce n'est pas avec ça que l'on va transformer substantiellement les économies africaines. Deuxième aspect, l'aide publique au développement. Maintenant, l'AFD ne dit pas l'aide publique au développement. Les termes sont connotés. Il faut dire maintenant investissement durable et solidaire. C'est beaucoup plus respectable comme ça. L'aide publique au développement, c'est pas formidable non plus. L'aide publique au développement, on a vu, Dambi Samoyo, une économiste zambienne, a écrit Dead Aid, l'aide fatale, pour déconstruire comment toute l'aide, justement, sert des potentats locaux, des enrichissements claniques, ainsi de suite, et que finalement, ça ne contribue pas au développement. Vous avez les investissements directs à l'étranger. Tous les pays se battent pour ça, pour avoir la cote sur les marchés. Voilà. On est un pays formidable, on est stable, l'environnement des affaires est sain, venez investir chez nous. Oui, ça crée dans une logique néolibérale assez classique ou libérale, tout simplement. Et vous avez les transferts d'argent. Et ça, c'est le fantasme de tout le monde maintenant, une banque de la diaspora, parce qu'en fait, les flux financiers de la diaspora sont devenus tellement importants qu'ils ont dépassé les jadis aides publiques au développement et les investissements directs à l'étranger, les IDE.
Mais seulement ce qu'on oublie, c'est que les transferts d'argent, ce sont de petites coupures, ce sont des agrégats qui rentrent dans des logiques intrafamiliales. Ce n'est pas de l'argent économique. Peut-être que vous envoyez de l'argent à votre famille, vous hochez de la tête, je vous comprends, moi aussi. On envoie à notre maman, on envoie parfois à nos sœurs, à nos frères, à nos amis, ainsi de suite. Cet argent-là, matériellement, il est impossible de le mobiliser pour en faire une injection de capital formidable pour transformer les économies. Donc, qu'est-ce qui reste? On va chercher de l'argent dans les marchés financiers. Et les marchés financiers, ils vous regardent et donc ils vous prêtent en fonction justement des garanties, en fonction de votre environnement des affaires, ainsi de suite. On peut parfaitement le déplorer. Je peux le déplorer dans une logique néolibérale. Mais je sais que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, quand ils arrivent le matin, ils ont envie de payer des salaires, ils ont envie de mener des projets et ils vont faire ces prêts-là. Et ces prêts ne se font pas uniquement avec les institutions de Bretton Woods. Ça se fait aussi avec la finance islamique, ça se fait avec d'autres pays, ainsi de suite. Donc voilà une forme de réalité. Et ce n'est pas parce qu'on quitte les institutions de Bretton Woods, comme on l'a dit, que par magie, on crée une pensée africaine. Et dans cette économie globalisée, où l'essentiel aussi d'ailleurs de produits intérieurs bruts que nous créons, 15%, est fabriqué à partir d'ailleurs, ça montre les interconnexions du monde qui montrent que toute forme d'illusion de fermeture et d'autarcie heureuse est une forme de vitesse contre le mur, d'une certaine manière. Et toute la subtilité des pays africains, c'est de trouver le bon équilibre entre la volonté de reconstruire et de redéfinir, et puis de se servir des logiques de ce marché que l'on vilipende, mais qui explique encore justement beaucoup de dynamique. Il reste 4 minutes pour une toute dernière question. Si quelqu'un avait déjà manifesté l'envie de s'exprimer. J'ai vu une main se lever, mais vous êtes dans l'obscurité, je suis désolée. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Alors, vous avez parlé de domination coloniale, vous avez parlé après de tribus, de féodalité, etc., etc. Et que vous avez dit qu'en fait, il ne faut pas penser avec un spectre de colonial, anticolonial. Est-ce qu'on peut quand même tenter le fait de penser selon le spectre de la domination tout court? Parce qu'à un moment, vous parlez des logiques, de tribus, etc., etc. Est-ce que le problème ne serait quand même pas une question de domination? Peu importe qui est derrière, que ce soit la France ou les États-Unis, ou peu importe. Est-ce que c'est pas ça le problème? Et après, la solution, est-ce que c'est pas des choses qu'on peut pas oser dire, mais qu'on peut quand même dire, qui sont, en fait, la solution va être l'anarchie au final? Le marché, pardon, c'est ça que vous avez dit? L'anarchie. L'anarchie, bon, j'entends rien. Alors, l'anarchie, ça sonne comme le marché, mais c'est pas tout à fait la même chose. Oui, non. Oui, alors moi j'ai envie de monter sur le bateau avec vous, un bateau un peu marxien ou marxiste. La logique sociale, c'est ce que je disais tout à l'heure, je serais plutôt d'accord avec vous, sur la domination, quelle qu'elle soit. Mais la domination d'ailleurs intra-africaine aussi, c'est pourquoi j'ai parlé de féodalité. Parce que ça, on le connaît moins, mais les sociétés africaines aussi sont marquées par les stratifications sociales, par la relégation, par l'existence de castes. Et ces castes ne disparaissent pas aussi sur une, deux, trois ou quatre générations. Bon, c'est un aspect qui est un aspect important. Est-ce que maintenant, l'anarchie est la solution? Peut-être, voilà, soyons anarchistes et joyeux. Mais ça, c'est le luxe que peuvent se payer les gens qui peuvent le dire. Il y a beaucoup de gens, hélas, qui sont dans une urgence de la survie et qui n'ont pas le temps d'être sensibles au charme de l'anarchie. Et en fait, moi, je m'en suis rendu compte parce que je vis entouré d'amis qui sont solidement à gauche, qui sont des chercheurs, des penseurs, qui déconstruisent le monde avec arguments, force, détail, avec brillance, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, quand je me balade sur le continent, je vois les réalités économiques élémentaires, terre à terre, les aspirations des gens. Et on se prend une claque parfois.
On se dit que nos discours portent très peu. Les gens ont envie, vous savez, le grand drame. Tout ce que le monde compte d'esprits les plus brillants ont tapé à bras raccourcis sur le capitalisme, de façon d'ailleurs prodigieusement beau, et documentée et sérieuse. Mais le capitalisme offre encore une utopie pour beaucoup de gens. Dans ces grandes oreilles des bidonvilles, les satellites, les gens ont envie de leur iPhone, ont envie de rêver, ont envie de partir. Et partir, c'est aussi un accomplissement de soi. Partir, c'est renaître dans la hiérarchie sociale. Donner de l'argent à sa famille, à sa mère, c'est une manière de contourner les destins figés, ainsi de suite. Donc, toutes ces réalités qui tiennent aux émotions humaines et aux affects, il ne faut pas les écraser par des vues parfois qui sont très, très justes. Il faut réussir justement toute la finesse de les gober dans un élan plus global de transformation. Ne me demandez pas la recette, si je l'avais, je la partagerais avec grand bonheur. Mais je pense qu'il ne faut pas jeter avec l'eau du bain. Il y a des frémissements intéressants, mais on ne doit pas s'interdire justement à la fois le rêve, mais un rêve qui ne survole pas le réel. Parce que le réel revient toujours comme un boomerang quand on l'oublie. Et donc je pense que c'est un aspect important. Merci beaucoup. Merci Elgas. Merci. Merci à vous d'être venu l'écouter. C'est aux éditions Rive Neuve. Les bons ressentiments, et ça sur le malaise postcolonial, aux éditions Rive Neuve. Merci d'être venu nous en parler. Merci Julie et merci à vous. Prochaine table ronde, j'en profite pour vous le dire, ce sera le 17 avril prochain, un jeudi soir, sur l'Afrique de l'Ouest, l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, avec Xavier Mauduit, Adrien Collet et Caroline Robion-Brunner. Voilà, merci encore. Merci.